chers auditeurs fidèles à notre chaîne. Bonjour ou bonsoir en fonction de là d'où vous nous écoutez. Vous êtes les bienvenus au podcast The Interpreter's Journal où nous explorons les parcours des membres éminents de notre profession. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Malé Kassé, collègue estimé et voix bien connue des cabines françaises et portugaises. Son parcours riche et inspirant est un véritable témoignage de passion, de talent et d'engagement envers notre belle profession. Bonjour, Malé Kassé. Bonjour. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une nouveauté que nous avons introduite. Aujourd'hui, je suis avec Saïdina. Bonjour Saïdina. Bonjour David, bonjour Tonton Malé, vous allez bien? Bonjour, c'est Dina. Oui, je vais bien. Super. Malé, Saïdina et moi avons lu ton journal et on a découvert le secret de ton journal. Nous savons que tu es en français A, portugais A, deux A déjà c'est rare, hein? C'est rare comme combinaison. Effectivement. Mhm. Mais on a également découvert que depuis ta tendre enfance, ce n'est pas le Wolof qui est la langue commune du Sénégal que tu parlais. Tu parlais une autre langue. Nous connaissons la réponse, nous savons quelle est cette langue, mais il faut répondre pour qu'on puisse voir si on a eu raison ou pas. Oui, Quelle est cette langue? d'accord, parfaitement. Mais écoutez, j'ai appris à parler Wolof à partir de 1966, donc bien après ma naissance, quand on m'a affecté au lycée Van Vollenhoven de Dakar. Je suis né dans le nord-est du Sénégal, où on parle Pulaar, donc ma langue maternelle, c'est le Pulaar. Et Le j'ai jamais poulard. parlé, ou le Fulfulde, il y en a qui disent Peul, il y en a qui disent Pulaar, le Fulfulde. Mais ceux qui parlent la langue se disent Hal Pulaar, c'est-à-dire celui qui parle le Pulaar. Jusque-là, c'est la langue que je maîtrise. Je peux être sûr que je la maîtrise parfaitement. D'accord. Et Mieux que le le français, vous Wolof. l'avez appris quand? Euh, le Wolof, je l'ai appris sur le tas au lycée, Vanvo, à Dakar. Quand je suis arrivé donc à Dakar, je ne comprenais pas un trait mot de Wolof. Mais bon, avec le melting pot que constituait le lycée, de jeunes élèves venus de toutes les régions du Sénégal, Mhm, et on a trouvé cette langue commune à tous et puis on s'est mis à parler Wolof. mhm. Et aujourd'hui, mes enfants ont comme langue maternelle le Wolof. Voilà. Ouais, intéressant. Et le français, vous l'avez appris à partir de quand? Ah, le français, je l'ai appris à partir de l'école primaire au CI. Je n'avais pas bien entendu cette question. Au CI, donc, je suis allé à l'école en 1960, juste l'année des indépendances du Sénégal, à quelques kilomètres de mon village, parce que dans mon village, il n'y avait pas d'école française. Donc, j'ai dû me déplacer tout jeune pour Mhm. aller étudier. Et je fuyais souvent les classes parce que ça m'embêtait un peu. C'était pas très gai, quoi. Parce que D'accord, pendant que j'étais en classe, mes copains, ils faisaient des courses d'ânes et de chevaux au village. d'accord. Et Tonton Malé, quand vous étiez petit, quel métier est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez au primaire? Est-ce que vous rêviez d'être pompier ou, je sais pas moi, enseignant? Est-ce que vous vous souvenez du Non, métier je que vous rêvais d'être rêviez de faire? enseignant. Oui, oui, oui. Je voulais être enseignant. Et cela jusqu'au lycée, jusqu'après la troisième. J'ai toujours voulu être enseignant. Malheureusement, je, je voulais être instituteur. Pas enseignant de façon instituteur. Et quand j'ai eu le brevet, je suis allé au ministère de l'Éducation ici, chercher à être instituteur. Comme je connaissais personne, bon, les bras l'ont manqué et Mhm. j'ai dû donc continuer. Mais plus tard, je suis devenu quand même enseignant. J'ai enseigné dans les différents lycées de Dakar avant Mhm. de faire une thèse pour aller enseigner à l'université de Dakar. D'accord. Mais alors, Malé, comment êtes-vous devenu interprète de conférence? Euh, Bonne question. Par effraction, disons. Enfin, par effraction. En tout cas, je ne pensais pas du tout à devenir interprète. J'ai milité dans les ONG, les mouvements de la société civile, on faisait de l'alphabétisation,
Mais on faisait de l'alphabétisation dans les campagnes, surtout pour des raisons politiques. Parce qu'à l'époque, il y avait un parti unique au Sénégal. Les autres partis étaient interdits. Ils menaient leur combat sous la clandestinité ou dans la clandestinité. Et donc moi, j'accompagnais certaines ONG. Surtout, on avait des rapports avec des Brésiliens. Mhm. Et donc, comme j'ai fait le portugais en seconde, précisément parce qu'on était à côté du PAIGC qui luttait au sud du pays, Mhm. j'avais quelques bribes, donc, en jeune lycéen, j'essayais de traduire, c'était pas de l'interprétation à proprement parler. Je résumais un peu ce que je disais, je leur expliquais ce qu'on faisait dans telle ou telle zone du pays, quoi. Voilà. Et petit à petit, un jour, comme on dit dans les contes là, un jour, Mhm. virgule, il y a eu une conférence de l'international socialiste à Dakar et, et Guterres, qui est l'actuel secrétaire général des Nations Unies, tenait à parler portugais. On Mhm. m'a fait venir, on m'a amené en cabine, on m'a montré quel bouton appuyer pour parler quand lui il s'exprimait. Bon, et puis Mhm. je me suis jeté à l'eau. J'ai fait le maximum que je pouvais faire. Et à la fin, j'ai vu un grand monsieur, noir, costaud, avec une veste très large, qui m'a demandé mes coordonnées. Eh bien, c'était Malixi. Mhm. Je ne connaissais pas. Il m'a donné mes coordonnées, il me dit, est-ce que vous êtes là, etc. Est-ce que vous êtes disponible et tout. Apparemment, ce que j'avais fait lui avait plu, je crois. Et à Mhm. partir de là, de temps en temps, il faisait appel à moi pour telle ou telle chose. Et ensuite, j'ai eu la chance, parce que pour moi, c'est une grande chance, de rencontrer des collègues d'une générosité incroyable. Ça, je peux dire. Ça, c'est une grande chance. Des Mhm. collègues très généreux qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé. Bon, bien sûr, j'ai cité Malixi, qui, quelque temps après, me dit, bon, on va aller à Tunis ensemble parce qu'il y a une conférence de l'Union africaine. À l'époque, c'était l'OUA. Mhm. Ensuite, mon collègue Ousseinou Tal Mhm. a eu confiance en moi, m'a envoyé en Guinée-Bissau, en me confiant d'ailleurs son matériel, son équipement à l'époque. Et autre collègue, paix à son âme, Victor Imbouaniava, qui m'a fait aller en Côte d'Ivoire pour la première fois et qui m'encadrait. Bien sûr, ensuite, il y a maintenant tous les collègues sénégalais. Le portugais était très rare comme langue. Ça aussi, bon, c'est une chance, disons. Aujourd'hui, donc les gens se faisaient appel à moi Mhm. et je profitais, étant enseignant, euh, j'essayais de déceler mes lacunes parce que je n'ai pas été à l'école comme eux. Je discutais beaucoup avec eux, par exemple, je discutais beaucoup avec Jacques Colli, paix à son âme, Mhm. euh, surtout sur les questions de la consécutive, qui pour moi est la véritable interprétation et que je ne maîtrisais pas et que je ne maîtrise toujours pas très bien d'ailleurs, il faut le dire. Et des collègues comme Maguette Diao, etc. Moi, je profitais de leur expérience, je passais tout le temps à les écouter, non seulement en cabine, mais hors de la cabine pour savoir un peu comment aller. Et puis, j'ai commencé à élaborer une bibliographie. Et je pense que tous les interprètes, et cette bibliographie, je l'ai toujours dans mon bureau. Je pense que les collègues devraient véritablement étudier parce qu'une pratique sans la théorie, c'est complètement aveugle.
on court, on risque de casser tout dans la boutique Ouais. et tout ça. Donc, j'ai essayé de lire le maximum possible sur les théories de l'interprétation, de la traduction. Et j'ai vraiment, je répète encore, profité de la générosité des collègues. Mhm. Non, comment dire ça? Une générosité, est-ce qu'on peut dire affective ou affectueuse? Je ne sais pas. Un exemple, là où j'ai eu le premier problème, c'était à Bamako, dans une conférence où on ne payait pas les per diem. Et en parenthèse, comme j'ai toujours été syndicaliste et combattant dans les mouvements sociaux, Mhm. j'ai tenu à voir le secrétaire exécutif à l'époque de la CEDEAO et les autres collègues que je ne connaissais pas étaient là et nous, on se décarcassait. C'était Fatima Spencer et moi, un Belge à Fatima qui est au Cap-Vert. Et, Oui, euh, effectivement. et j'ai vu une jeune collègue active, vraiment, qui avait un regard tendre, d'affection, de solidarité avec Mhm. nous, qui nous poussait, qui nous aidait. Et c'était mon ami Djibola. Oh, ok. Dis-moi là. Il fallait avancer. Là, j'ai connu Djibola également, sympathisé, on a parlé de la profession, comment il faut la défendre, comment, etc., etc. Donc, de plus en plus, j'y suis entré, pas seulement parce que, bon, j'avais des gains, mais également, c'était une profession qu'il fallait défendre pour tout ce qu'elle a donné aux gens. D'accord, Mhm. ok. Donc, pour résumer, tonton Malé, vous avez commencé votre carrière, parce que vous n'aviez pas parlé d'études du tout, vous aviez commencé votre carrière avec un hasard, on peut dire. Vous avez été invité en cabine, vous avez interprété Antonio Gutiérrez pour la première fois, je crois, Oui, absolument. mais vous n'aviez pas mentionné vos études. Qu'est-ce que vous aviez étudié? Est-ce que vous étiez au lycée quand vous aviez commencé l'interprétation ou bien Non, vous non, avez- non, non, j'étais à l'université. et vous étudiez Quand, quoi à quand, l'université? à l'université, j'ai fait le département des langues romanes, Ok. en- mais j'ai surtout fait littérature africaine de langue portugaise. Ah, d'accord, ok. Et plus spécifiquement, la littérature angolaise D'accord. Oh, à Dakar. à Dakar, à D'accord. l'université de Dakar. Par la suite, bon, je suis allé au Portugal, Mhm. faire des études au département langue et culture. Est-ce que vous vous souvenez de Euh, l'année? Absolument, je me souviens, c'est en 77-78 D'accord, ok. et je suis allé donc au Portugal. Mais avant cela, en 60, attendez, c'est 76, j'ai eu une bourse pour aller au Brésil. Mhm. J'ai fait 6 mois au Brésil, je suis rentré au Sénégal parce que j'étudiais pas. Voilà. Et donc c'est après ça que vous avez Je pu suis pas interpréter. au Brésil, je suis pas allé à la fac. Je suis Ah, rentré. d'accord. Ok, Voilà. ok. Parce que Donc j'avais c'est pas après. le temps, il y avait plus d'amusement que Donc il y a beaucoup de choses que vous aviez dit et nous allons revenir sur les éléments les uns après les autres. Notamment le fait que je viens de découvrir que vous aviez été très engagé, même au-delà de l'interprétation, vous avez mené des luttes. Est-ce que vous seriez, si je peux me permettre la question, est-ce que vous êtes, ou plutôt vous étiez socialiste dans le passé? Est-ce que vous étiez socialiste? Est-ce que vous étiez de gauche? Oui, de gauche, pas Ok, d'accord. socialiste, communiste. Communiste, d'accord. Ok. Oui, absolument. Ok. Et au Portugal, et au Portugal, quand j'étais à la faculté des lettres, j'ai représenté au niveau de notre département le MRPP. Le MRPP, c'est Mouvement révolutionnaire pour la construction du Parti du prolétariat. Oui, effectivement. Donc, j'ai représenté le MRPP au niveau de notre faculté Qui pour ce était qui un est des parti élections. maoïste, si je ne me trompe pas. Absolument, D'accord, ok. Très bien. absolument. Ok. David? Ok, merci. Merci de me redonner la parole, Saïdina. Mhm. Euh, Tonton Malé, vous avez parlé de votre expérience, de votre première expérience professionnelle. Moi, j'ai eu envie de savoir comment vous vous êtes senti physiquement. Est-ce que vous avez paniqué, vous avez tremblé, vous avez eu peur, ou bien vous êtes juste venu, on vous a montré comment ouvrir le micro, le fermer, et puis vous avez pu faire le travail. Ou bien est-ce qu'il y a eu des documents en amont qui vous ont aidé à vous préparer? Comment ça s'est passé?
l'expérience, en fait. Bon, euh, la dernière question, il n'y a pas eu de document parce que bon, c'est sur le coup comme ça qu'on m'a appelé, je suis allé. Et Guterres parlait assez lentement, je crois qu'il a dû comprendre. Et en cabine, j'ai sué, c'est-à-dire la sueur, j'avais... Et jusque-là, je suis en entrant en cabine. Aujourd'hui, Mm. j'ai toujours le trac, quelle que soit la réunion, jusqu'aujourd'hui. Mais je trouve quand même le moyen de dissimuler cette, comment vous appelez ça dans la profession, C'est par des stress. blagues, Mhm. voilà, par des blagues, par des trucs, de faire rire, etc., etc. Mais jusque-là, c'est comme si c'est toujours la première fois que j'entre en cabine. Mm. Je Je ne vois. sais pas si ça vous arrive, mais j'ai toujours ce truc quand Ouais, j'entre en cabine. Parce que ce n'est pas c'est- aisé de Mhm. transmettre le Effectivement. message de quelqu'un vers à quelqu'un d'autre dans une autre langue, etc., etc. Normalement, tous les invités qu'on a reçus ont, pour la majorité, dit la même chose, hein. Peu importe le nombre d'années de notre carrière et tout, peu importe l'expérience qu'un interprète aurait, il est toujours stressé avant d'entrer en cabine. C'est le cas. Et j'ai envie de poser une autre question. Euh, Quel type de stratégie avez-vous mis en place pour progresser professionnellement étant donné que vous n'avez pas été formé et que les premières expériences ont été sur le tas? Bon, à vrai dire, je n'ai pas eu à élaborer de stratégie. C'est-à-dire, comme j'ai dit, j'ai commencé à avoir des contacts avec des collègues absolument fantastiques, généreux. Je reviens encore à ce terme parce que pour moi, c'est de la générosité et sur qui je pouvais copier sans qu'ils le sachent. Je tirais beaucoup d'enseignements de leur pratique, de leur comportement et petit à petit, le cercle s'ouvrait. Par exemple, on avait une excellente compagnie au début du Parlement de la CEDEAO, au tout début, avec Marjolaine, avec Djibola, avec ma frimeuse Elisabeth Kouavi. Euh, donc, tous, on était, on constituait, si vous voulez, pour moi, ça constituait une école, Mhm. parce que j'apprenais d'eux. Et eux, bon, chaque fois qu'on leur disait, connaissez-vous quelqu'un qui fait portugais, etc., etc., je pense que spontanément, ils donnaient. Et je trouve que, depuis, en tout cas, que j'ai connu tous ces gens que j'ai cités, je n'ai vraiment pas eu de déception. Bien à comprendre par là que, absolument, comment dire, pour ne pas être trop fort, absolument non généreux Mhm. parmi nos collègues que j'ai connus aussi, quoi. Bon, Oui. chacun s'occupe de son enterrement, comme dit Georges Amad. D'accord. Et avec du recul, quels sont selon vous les atouts et les limites de l'apprentissage en autodidacte et sans formation académique? Oui, mais j'ai parlé de ça, c'est comme un aveugle qui avance. C'est-à-dire, c'est à tâtons. C'est Mhm. maintenant quand et l'aveugle fait tout pour maîtriser l'espace où il se meut. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait lire, même si j'ai pas été à l'école, lire les théoriciens de l'interprétation. J'ai beaucoup lu Seleskovitch, son bouquin L'interprétation de conférence, un autre qui s'appelle Langage, langue et mémoire qui vraiment, parce que l'interprétation de conférence, elle théorise sa propre expérience en tant que praticienne de l'interprétation. Bon, bien entendu, chaque lecteur tirera les enseignements. Mais ça, c'est de vieilles lectures hein, que j'ai eues. Ou alors de Marianne Lederer, la traduction aujourd'hui. Bon, ça, c'est Mhm. autant de bouquins que vous connaissez. Oui, tout à fait. De Jean-René L'Admiral, Mhm. Théorème pour la traduction plus maintenant la pédagogie raisonnée de l'interprétation de conférences, de Lederer et Seleskovitch. Donc, mais tout ça, c'est sous aussi les conseils de ces amis généreux, les Magatte Diaw, Serigne Diagne et autres, qui m'ont amené. Mais à proprement parler, il n'y a pas eu une stratégie consciente élaborée, c'est tout. Je me suis dit, tu fais une profession, il faut que tu puisses savoir le maximum que tu puisses avoir tout seul, puisque tu n'as Tout pas à été fait. à l'école.
Tout à fait. Voilà. Bon, tonton Malé, au cours de votre carrière, j'imagine que vous avez dû jouer le rôle de mentor pour certains jeunes. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ces jeunes vous ont approché pour vous demander conseil? Et dans ce cas, est-ce que il vous est déjà arrivé de leur parler d'abord de la formation académique, d'aller à l'école, etc., etc. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Absolument. Toujours. Chaque fois qu'on me demande, qu'on me parle de l'interprétation, je leur dis, écoutez, moi, je n'ai pas été à l'école. Je traîne beaucoup de lacunes, j'ai beaucoup de problèmes, je continue d'étudier, mais s'il vous plaît, n'allez pas sur le marché sans avoir une formation. Parce que ça facilite. Bon, moi, j'y suis allé, peut-être qu'en étant enseignant et en voulant connaître, j'ai fait mes propres recherches avec l'aide des collègues interprètes que j'ai cités et j'ai un peu avancé. Mais malgré tout, il y a toujours des choses qui manquent. C'est pourquoi quand les collègues m'ont dit, bon, est-ce que tu peux venir enseigner à Legon? J'ai dit non, je peux pas enseigner, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais même pas comment élaborer un programme d'enseignement pour l'interprétation. Donc, je conseille toujours et toujours, allez faire une école, allez vous former, et une fois formé, apprenez auprès de vos collègues, de tous les collègues, les plus vieux, les plus jeunes, etc., etc. J'apprends beaucoup auprès de mon jeune collègue frimeur Bruno, Bruno. Bruno de Oliveira de Cap-Vert. Bruno, j'ai j'ai été son parrain, mais en qu'il déjà, j'apprends de lui quand on travaille ensemble. Alors qu'au début, c'est moi qui lui disais, fais ceci, écoute, arrête ton téléphone, etc., etc. Et ça fait notre... Bon, il y a une relation de complicité entre nous. Effectivement. Donc, pour ce qui est d'apprentissage, c'est jusqu'à la tombe, voilà. Les Brésiliens disent, à l'école de la vie, pas de vacances. Effectivement. Je crois que Donc, c'est il faut y un aller. élément qui revient. C'est un élément qui revient très souvent dans tous les épisodes. Nous l'avons entendu avec Marjolaine, qui a une quarantaine d'années d'expérience. Nous l'avons entendu avec Anti-Djibola également, qui a une quarantaine d'années d'expérience. Ils le disent tous, que l'apprentissage, c'est tous les jours, hein. Mais, tonton Malé, si vous le permettez, je voudrais revenir un peu en arrière. Si on peut remonter un peu plus vers les années 80. Vous étiez déjà dans le marché sénégalais dans les années 80. Euh, Très peu. C'est surtout à partir des années 90. Bon, disons les années Mais, 90 alors. je faisais quand même de petites choses dans les années 80. D'accord, disons les Et années surtout, 90. mhm, Et nous savons que le marché sénégalais, beaucoup le considèrent comme l'un des marchés les plus structurés, l'un des plus exigeants, l'un des plus respectueux des règles, de manière générale en Afrique, mais plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et je voudrais savoir, pour quelqu'un qui a été un acteur, un témoin de cette évolution du marché depuis les années 90 à aujourd'hui, euh, quelle est selon vous la raison qui explique cela, ce que je viens d'expliquer? On entend souvent également quand on voit, par exemple, le nombre impressionnant de membres AIC à Dakar par rapport à d'autres pays de la sous-région, c'est vraiment élevé. Donc, comment est-ce que vous expliquez cela? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce qu'il y a eu une volonté intrinsèque des collègues, des pouvoirs publics? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? non, les pouvoirs publics, non. Ça, je réponds hein, de façon catégorique. Mais c'est plus les collègues, les aînés, surtout qui, chaque fois, essaient d'intégrer les nouveaux venus. Ils essaient de faire participer ceux qui arrivent, qu'ils soient sénégalais ou pas, hein, mais qui sont sur le marché. Il y a des réunions qui sont organisées où on a décidé d'inviter tous les interprètes, qu'ils soient haïques ou non haïques, pour leur parler du marché, pour leur parler des règles, pour leur montrer qu'il vaut mieux respecter les règles, travailler dans de bonnes conditions et gagner plus. Parce que vous allez dans le marché gris, vous travaillerez 10 heures. Il semble que parfois, il y en a qui le font tout seuls.
je ne sais pas comment ils font, et vous gagnerez moins, etc. En tout cas, il y a une tentative, et quand je dis les aînés, c'est Malik Sy, c'est le Maguette Diaw, c'est Feu Jacques Coly, c'est les Vidya Diaité, c'est... faut pas que j'oublie, sinon ils se fâchent peut-être. C'est Joséphine Sarr, euh, Joséphine Turpin Sarr, etc. En tout cas, tous les collègues qui étaient là, chaque fois qu'ils se réunissaient, ils convoquaient les membres de l'AIC et ceux qui ne sont pas de l'AIC pour expliciter, pour revenir, pour dire nous avons entendu qu'il y a eu tel et tel cas, c'est mauvais, etc., etc. Donc, les gens essaient, mais il ne faut pas aussi idéaliser. Il y a toujours des tirs au flanc qui, qui essaient donc de trouer un peu le filet, quoi. Justement, à ce propos-là, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre le marché des années 90, 2000 et le marché d'aujourd'hui, vu qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont formés? Est-ce que les réalités ont changé? Oui, absolument. Les réalités ont changé. Ici, la dernière réunion que nous avons eue, ça fait un peu plus d'un mois, je crois, oui, un peu plus d'un mois. Et on a rapporté des cas de gens qui véritablement travaillent en dehors de toute règle. Mais ce que nous faisons, c'est rappeler vraiment les règles d'éthique, de déontologie, la discipline, etc., etc. C'est une profession où il faut à chaque fois revenir sur le métier, euh, rappeler les règles, parler et parler encore. Bon, mais il est évident que ça diffère complètement. Il y a eu un moment où, par exemple, tu avais des difficultés à trouver des interprètes dans telle ou telle langue. Aujourd'hui, il y a une pléthore. C'est évident que la réalité changeant, Mhm, les consciences changent aussi. mhm, Tu vois. Euh, donc, il y a effectivement des différences. Le marché d'alors et celui d'aujourd'hui sont complètement différents. Mais mhm, je pense que nous devons toujours continuer à travailler avec les membres de notre association et les non-membres de l'association pour les amener justement vers l'association, leur montrer tout ce qu'ils doivent à cette association. Parce que si le métier est tel qu'il est aujourd'hui, un peu partout dans le monde, c'est grâce mhm. quand même à ceux qui ont tenu laïque debout et qui ont lutté et pour ça. Je pense que nous devons soigner ou en tout cas conserver l'héritage avec beaucoup de soin. Tout à fait. Mhm. Tout à fait, on est d'accord. Et je voulais savoir, quand vous parliez de rappel, quand vous parliez du fait que les anciens, ils réunissaient les autres interprètes pour leur rappeler les règles de déontologie, est-ce que c'est à travers une association nationale ou bien c'est juste à travers des messages, OK, réunissons-nous, ou bien est-ce que par exemple au Sénégal, vous avez une association nationale au-delà même de laïque, ou à Non, part il laïque? n'y a pas, il n'y a pas d'association nationale. Quand je parle de ces rappels, c'est au cours de réunions physiques. On dit, par exemple, nous avons, euh, comment dire, il n'y a pas une association formelle, mais il y a toujours un collègue responsable de, disons, du groupe. Je ne sais pas comment appeler ça, parce que formellement, il y a pas grand-chose. Et on dit, par exemple, tel jour, on va organiser une réunion dans tel hôtel pour tous les interprètes. D'accord. Et ce camarade et ce collègue est chargé d'envoyer un mail à l'ensemble de ceux qui pratiquent l'interprétation au Sénégal avec l'ordre du jour. Donc, Ok, d'accord. ceux qui viennent assistent, contribuent, parlent et font des propositions. Voilà, c'est ainsi que par exemple, pendant la période de la Covid, on s'est Oui. réunis, on a dit on va créer une caisse de solidarité pour ceux qui, parce que ça va être une période difficile, ceux qui veulent emprunter à cette caisse. Bon, Dieu a fait bien les choses, personne n'a emprunté. Et il faut maintenant qu'on récupère nos sous. D'accord, ok, je vois.
Donc, il y a une sorte d'association, mais informelle. Très Il, informel. il existe quelque chose, en fait, Oui. une sorte de solidarité informelle. Parce que moi, Voilà. je pensais qu'il s'agissait d'une association, mais en réalité, il n'y a pas d'association de ce que je comprends. Non, Mais vous avez un grand nombre d'AIC que je sache. à Dakar, au Sénégal. Comment vous expliquez cela? Un très grand nombre. Mais tout ça, c'est le travail de... Enfin, quand je dis les aînés, ça me fait un peu rire parce qu'ils ne sont pas beaucoup plus âgés que moi. En tout cas, des premiers interprètes qui ont voulu, à chaque fois, intégrer ce qui arrive sur le marché. C'est principalement ça. Et puis, leur expliquer pour connaître le métier, pour être connu, pour connaître les gens, etc., etc. Il y a une véritable sensibilisation. Et par-delà ces rencontres épisodiques, mais chacun de nous, quand il rencontre les jeunes collègues, parle de laïque, parle de ce que fait laïque, parle de l'intérêt à adhérer, etc., etc. Je pense que ça fait partie de ça doit faire partie de notre pratique quotidienne, quoi. Mhm. D'accord. Mhm. Vous avez eu un parcours très impressionnant, atypique, mais vraiment très impressionnant. Et est-ce que vous souhaiteriez transmettre un message aux jeunes générations d'interprètes, en particulier ceux qui, comme vous à l'époque, n'ont pas forcément accès immédiatement à la formation académique? Mais le premier, je ne parlerai pas de conseil. C'est-à-dire, la première chose qu'il doit faire, c'est de se former à l'école, vraiment. De profiter de l'expérience de ces enseignants-là, parce que généralement, les enseignants, c'est des interprètes. Ensuite, une fois le diplôme obtenu, ben c'est là que les études commencent, véritablement. C'est-à-dire, comment la pratique de ceux avec qui tu travailles, de ceux qui sont de bons interprètes, comment ils se comportent. C'est-à-dire, Mhm. apprendre, euh, pas seulement à celui-là, il a dit AB, moi je dirais AB ou BA. Non, c'est comment ils se comportent en cabine, comment ils se comportent avec les délégués, euh, quoi faire pour que nos clients comprennent notre profession, etc., etc. Mais tout cela, c'est un apprentissage quotidien qui se répète à chaque fois. Et comme Mhm. chaque collègue est différent de l'autre, chaque réunion est différente de l'autre, à chaque fois, il faut essayer le maximum possible de tirer des enseignements de cela. Et puis, lire les théories. Pour moi c'est important. Parce que une pratique sans théorie est aveugle. Mhm. Mais il faut aussi beaucoup pratiquer. Parce que la théorie aussi sans la pratique est inopérante, quoi, si vous voulez. Ça ne sert pas Effectivement. à grand-chose. D'accord. Tonton Malé, dites-nous, est-ce que vous avez dû mener des luttes dans le cadre de la profession pour défendre la profession, que ce soit au Sénégal ou sur le continent africain? Est-ce qu'il y a une Oui, anecdote qui vous vient à l'esprit d'une lutte que vous avez menée dont vous êtes fier aujourd'hui? Oui, des luttes, nous en avons mené, effectivement, aussi bien au niveau de la CEDEAO qu'au niveau de l'Union africaine. Mais et je me souviens particulièrement du combat, je l'appelle combat, que nous avons mené à Sirte lors d'un sommet des chefs d'État de l'Union africaine, où nous avions décidé de mener un combat pour l'augmentation du salaire des enseignants. Il y avait beaucoup de collègues interprètes. Je ne me souviens pas de tous les noms. Il y avait celui que j'appelle l'aristocrate Petros, Emmanuel de Addis. Il y avait Tété de Accra, il y avait Maliksi, il y avait Edri Gassama. On était avec des collègues sud-africains comme Ricardo Branco et beaucoup d'autres. Les collègues de la région arabe nous ont carrément dit
qu'ils préféraient ne pas participer à la lutte parce qu'ils sont en Libye, ils savent ce que c'est que la Libye. Ils pensaient peut-être aux infirmières bulgares qui avaient été retenues en prison pour telle ou telle autre raison. Bref, mais en tout cas, nous avons mené ce combat à travers des assemblées générales, à chaque fois, au sortir des réunions. Et nous étions prêts à boycotter le sommet des chefs d'État. Donc, l'avant-veille du sommet, le chef du service de l'administration nous a appelés et nous nous sommes tous prononcés avec la verve d'un Malexi, d'un Malekassé, la diplomatie d'un Moussongué, etc., etc. Bon, bref, nous sommes parvenus à avoir une augmentation en passant de 325 dollars à 468. Je considère que c'était épique, surtout que par la suite, les Libyens ont voulu mener la vie difficile aux interprètes. Soit ils exigeaient le paiement immédiat du logement dont on disait que c'était gratuit. Et à l'aéroport, ils ont fatigué véritablement notre collègue Ricardo Branco de l'Afrique du Sud. Mais je pense que nous avons tenu bon. Et ça a été un combat victorieux, disons. Malheureusement, par la suite, il y a eu ces contrats de, comment ils appellent ça, de LAMPSAM. Et certains collègues ont accepté de travailler dans d'autres conditions, alors qu'on venait de quelques années auparavant de lutter pour avoir ces conditions-là. Donc voilà, bon, il y a plusieurs autres luttes au niveau du Parlement de la CEDEAO, au niveau d'autres organisations, mais il faut toujours voir que l'objectif de la lutte, ce n'est pas saboter ou autre chose, mais soit c'est pour amener nos clients à comprendre la profession et à respecter un certain nombre de règles, pour qu'on soit dans des conditions acceptables de travail, soit parce que les salaires parfois tardent et certains comptables pensent que c'est de l'aumône quoi qu'ils nous donnent. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à continuer à lutter ou vous voulez passer le flambeau aux jeunes? Et si jamais vous passez le flambeau aux jeunes, quels conseils vous leur donneriez pour pouvoir continuer la lutte, consolider les acquis qu'on a déjà eus? Oui, mais c'est pas exclusif, hein, passer le flambeau et continuer à lutter. Les deux, je réponds. C'est-à-dire, tant qu'on vit, il faut continuer à lutter. Tant qu'on travaille, il faut continuer de travail, salarial, etc. Euh, bon, on est ensemble dans la Mhm, profession, ou on est ensemble dans l'association. mhm, Il faut qu'ils participent, ils amènent du nouveau, il faut qu'ils innovent, il faut qu'ils tirent des leçons de nos erreurs, et Dieu sait qu'on en a commis beaucoup. Et ensuite, c'est plus tard, quelqu'un leur posera exactement la même condition. Et mhm. doyen, es-tu prêt à passer le flambeau? Moi, je ne suis pas encore prêt à passer le flambeau parce que je vais Ouais, continuer à vivre et à lutter. c'est très Mais bien. avec les jeunes, avec, mais Oui, avec les bien plus jeunes. sûr, Voilà. Parce que quand, tout à quand, fait. quand mes mains ne tiendront plus, les mains de Saïdina vont saisir l'étendard. Avec plaisir, Voilà. avec très grand plaisir. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Une dernière question. Si vous deviez lire le journal d'un interprète, ce serait le journal de qui? Mais moi, j'aimerais entendre l'expérience de tout le monde, hein, honnêtement. Et puis, j'ai pas la prétention de connaître tous les trucs. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié le journal euh, de Justine
que vous avez interviewé, Justine Ndongo Keller. Celui de Marjo. Bon, moi je veux entendre tout le monde, voilà. Je peux répondre comme ça, je veux entendre tout le monde? Ben Non. oui, c'est une bonne réponse. Bien sûr. Il n'y a pas de mauvaise Oui. réponse. Il n'y a pas de mauvaise Voilà. réponse. Honnêtement, j'aimerais avoir l'expérience de tout le monde. Marjolaine, quand elle parlait, ça m'a rappelé nos belles années de Abuja, nos sauces-feuilles, plus les luttes, les blacklists, les visages fermés, euh, les gens que Dieu a rendus moches depuis la naissance, etc., etc. Mais justement, si vous permettez que je rebondisse là-dessus, Marjolaine, elle avait tout de même évoqué un certain regret parce qu'elle disait, par exemple, que pour sa part, elle regrettait le fait de ne pas avoir été patiente. Ou plutôt qu'elle pense qu'elle aurait dû être patiente. Est-ce que c'est le même regard que vous avez sur le passé aujourd'hui, ou bien par rapport à certaines des luttes que vous avez pu perdre, par exemple? Est-ce qu'il Non, faut vous non, recommander encore la non, patience aux jeunes? non, non. Moi, je pense que il faut juste savoir lutter, c'est tout. Ça dépend des moments. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter, il y a d'autres moments où il faut savoir reculer, il y a d'autres moments, justement parce qu'on a reculé, on a beaucoup de champs devant soi pour avancer. Euh, mais bon, c'est que c'est les enseignements que Marjo tire. Moi, je tire pas les mêmes enseignements. Parce que la lutte, elle paye toujours. Ouais, Tout à fait. toujours. Chacun a sa propre Sinon, oui, expérience, oui, hein. chacun a son. Et les gens finissent par comprendre aisément. Ben, je vais vous raconter je ne sais pas s'il y a le temps. Oui, on a le Mhm. temps, allez-y. Une dernière anecdote, oui. Bon. Oui, j'ai un ancien ministre du Sénégal qui est devenu, je dirais pas un ami, mais un copain. Alors qu'on s'était chamaillé au cours d'une réunion, mais vraiment de façon presque violente. Parce que tout simplement, j'avais demandé qu'on arrête la réunion, il est 20 heures. C'était une réunion sur l'énergie électrique ou des trucs comme ça. Et le monsieur se lève et dit, oui, oui, ça c'est la dictature des interprètes qu'on ne va pas accepter ici. Je lui ai dit, ben, si toutes les dictatures étaient comme celles des interprètes, le continent aurait eu de l'électricité. Et il n'en a pas. Voilà. Il s'est fâché. Et à la sortie, il est venu me voir. On a fumé une cigarette. À l'époque, je fumais beaucoup. Et, et sur cette base, on a discuté. Je lui ai expliqué c'est quoi l'interprétation, combien de temps il faut pour bosser, etc., etc. Mais il a fini par comprendre. Oui. Tout comme avec Marjolaine, Djibola, Steve et Elisabeth Kouavi, nous avons mené une lutte au Parlement. Mais celui qui disait que non, n'accepte pas, on ne va pas vous payer ceci, on ne va pas vous payer cela, etc., etc., quand nous l'avons rencontré et qu'on lui a expliqué ce qui se passait, comment on travaillait, quel niveau d'études, etc., etc., mais c'était devenu le plus grand défenseur des interprètes au niveau du Parlement. C'est un Nigérian, j'ai oublié son nom, mais chaque fois, il disait tenez compte du temps des interprètes parce qu'ils doivent quitter. Avez-vous payé les interprètes, etc., etc. Parce qu'il ne comprenait pas. Dès le début de la réunion, il me disait, mais écoutez, on ne peut pas vous payer autant d'argent. Celui-là, il dit A, vous dites A. Alors, on retient tout simplement qu'il est important, en fait, de parler aux clients, de les sensibiliser, de leur parler du métier pour qu'ils comprennent réellement comment nous travaillons. Voilà, Voilà, parfaitement. c'est vraiment une super bonne note pour terminer notre entretien. Une note très positive qui fait également office de recommandation pour tout le monde. Parfaitement. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. C'était un plaisir de vous avoir écouté. Mais Merci d'avoir partagé cette c'est un expérience plaisir avec pour nous. moi. Un plaisir pour moi et en avant. Merci, tonton Merci. Mali. Merci, Ok, David. merci à vous. Merci beaucoup.
Chaque conversation est riche d'enseignements, et celle d'aujourd'hui n'a pas fait exception à la règle. Je m'appelle David Adams Sokenk et avec mon co-hôte Saïdina Doraza, nous attendons avec impatience la prochaine occasion d'explorer les histoires qui façonnent notre profession. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si vous avez des questions, des commentaires, des idées, nous serions ravis de les entendre. Contactez-nous à tigpodcast@aic.africa. Pour plus d'informations, visitez notre site web et suivez-nous sur nos canaux @AIC-Africa sur X, LinkedIn, Facebook et YouTube. Vous pouvez également écouter le podcast directement sur notre site web ou utiliser Spotify, Apple Podcasts et YouTube. En attendant, continuez à interpréter le monde.